Si je vous dis Pokémon, Totally Spies ou encore Titeuf, ça doit vous rappeler quelques petits souvenirs de votre enfance. Et aujourd'hui, j'avais envie d'ouvrir avec vous ce petit tiroir à souvenirs. Celui où on prenait notre petit déjeuner ou notre goûter devant nos dessins animés préférés. Mais je ne vais pas vous parler des dessins animés que j'ai cités au tout début de cette vidéo. Non. Moi, j'ai envie de vous parler de ces dessins animés qu'on a peut-être un petit peu oubliés, ceux qui sont enfouis vraiment profondément en nous, qui ont pourtant bercé nos années 2000, mais qu'on évoque un petit peu moins. Et les dessins animés du jour devraient vous débloquer quelques petits souvenirs. Alors préparez votre bol de choc à pic, installez-vous confortablement et on replonge la tête la première dans notre enfance durant les années 2000. Pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990, j'ai donc grandi dans les années 2000. Les posters de Priscilla, Laurie, Alizée ou encore Undo Stress tapissaient ma chambre et je ne loupais aucune quotidienne de la Star Academy. Et sur cette chaîne, on va décrypter ensemble la pop culture des années 2000, ses symboles, ses clichés, ses objets cultes et on va débloquer des souvenirs. Et on va commencer avec mon dessin animé préféré de cette liste. Il y a de grandes chances que je dise ça avant chaque dessin animé. Et plutôt que de grands discours, je vous laisse avec ça. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Histoire de cœur, j'aime mieux ne pas en parler. Adolescence, tout finit par s'arranger. Avouez, vous l'avez un petit peu chanté. En tout cas, moi, ce générique, je ne l'ai jamais oublié. Et oui, notre sourire préféré des années 2000, c'était celui de Charlotte. Sourire d'enfer, à la base, c'est un dessin animé canadien qui est créé par Melissa Clark et produit par Nelvana. Il compte au total 78 épisodes sur 3 saisons. Et en France, c'est à partir de 2002 que l'on va découvrir Sourire d'enfer. Tout d'abord, il va être diffusé sur France 3 dans l'émission Les Minicums, puis il sera rediffusé sur Gulli à partir de 2006. Et Sourire d'enfer, ça raconte tout simplement la vie de Charlotte Spitz, une adolescente avec un appareil dentaire un peu spécial. Son sourire d'enfer provoque parfois des effets magnétiques un peu étranges, ce qui met un petit peu le chaos dans le quotidien de la jeune fille. Au-delà des situations drôles et parfois embarrassantes pour Charlotte, le dessin animé aborde de nombreux tracas liés à l'adolescence auxquels on pouvait facilement s'identifier à l'époque, comme par exemple l'amitié, l'école, les relations amoureuses, les relations familiales. Et à travers ces aventures, la série aborde avec beaucoup d'humour et de légèreté, mais aussi de la sensibilité des thèmes comme la confiance en soi, le regard des autres, les complexes, les transformations qui sont vraiment propres à l'adolescence. Le ton est assez léger, mais certains épisodes vont quand même évoquer des choses un peu plus sérieuses, mais qui font quelque part partie du quotidien de certains adolescents, comme par exemple le divorce des parents de Charlotte ou alors les relations amoureuses. Bref, c'était frais, c'était drôle, sincère et surtout avec un générique inoubliable. Au milieu des dessins animés un peu feel good, bon enfant, on avait Les Malheurs de Sophie. Et alors allez savoir pourquoi, mais moi personnellement j'adorais ce dessin animé. Adapté du roman de la comtesse de Ségur portant le même nom, le dessin animé est créé par Bernard Derriès et il est sorti en 1998 sur France 3 et par la suite sur Canal J et un peu plus tard sur France 5 dans l'émission Midi les Zouzous. La série compte seulement une saison de 26 épisodes et bien qu'il existe d'autres adaptations du roman de la comtesse de Ségur, celui-ci c'est vraiment le plus complet, c'est l'adaptation la plus complète puisqu'elle couvre l'entièreté de la trilogie. Les épisodes 1 à 7 adaptent Les Malheurs de Sophie, les épisodes 11 à 19 Les Petites Filles Modèles et les épisodes 20 à 26 adaptent Les Vacances. Et bien qu'elle reste fidèle dans l'esprit, la série s'est permis de prendre quelques libertés par rapport au roman. L'histoire, elle débute au château de Réan, à l'époque du Second Empire en France. Château où vit la jeune Sophie de Réan. Et Sophie, c'est une jeune fille qui est très curieuse, très vive, espiègle, mais qui fait beaucoup de bêtises. On va donc suivre un petit peu l'accumulation des petites bêtises de Sophie qui la mettent des fois dans des situations pas possibles, mais parallèlement à ça, la série va progressivement aborder des thèmes beaucoup plus sérieux, dramatiques, voire tragiques. Il va y avoir notamment la perte de ses parents, le naufrage et l'arrivée de l'affreuse belle-mère terrible qui nous a toutes et tous traumatisés. Une arrivée qui va clairement en compliquer la vie de notre jeune Sophie. Dans ce dessin animé, on s'attache réellement au personnage. Il y a vraiment l'émotion qui est au cœur de ce dessin
dessin animé, contrairement aux autres. On est vraiment dans l'émotion pure et dure. Moi personnellement, je n'oublierai jamais le cousin Paul qui disparaît dans le naufrage, qui heureusement revient plus tard, mais vraiment, je l'ai vécu comme une vraie tragédie pour moi personnellement. En fait, ce dessin animé, il est assez particulier. Il a un ton qui est à la fois poétique et en même temps il est tragique, et il se distingue vraiment par la capacité de mêler les petites bêtises d'enfants que, voilà, ça arrive à tout le monde, même si Sophie elle les accumule quand même beaucoup, à des thèmes beaucoup plus graves. Et c'est des thèmes qu'on s'attend clairement pas à voir dans un dessin animé jeunesse. Et en même temps, c'est ce mélange qui va faire tout le charme du dessin animé. Visuellement, c'est assez doux, mais émotionnellement, c'est un peu plus intense. Finalement, beaucoup de gens de notre génération ont découvert, grâce au dessin animé de Sophie, que un dessin animé pouvait aussi aborder des thématiques beaucoup plus tragiques, le thème du deuil, parler de tristesse, de la résilience. Au final, le personnage de Sophie, il évolue en fonction de ses actes, mais aussi par rapport aux épreuves de la vie qu'elle a dû subir. Au final, ce qu'on vit un peu toutes et tous, qui fait qu'on s'attache à elle. C'est un dessin animé qui est inoubliable et qui a vraiment marqué celles et ceux qui l'ont vu. Au final, ça rappelle un petit peu un dessin animé d'une génération précédente, celle de Princesse Sarah. On va repartir sur une note un petit peu plus joyeuse et loufoque, et je vous propose de rencontrer une famille pas comme les autres, la famille de la jungle. Dessin animé américain créé par Harlan Klasky et Gabor Soupo. Il sera diffusé entre 1998 et 2004 avec 5 saisons et environ au total 91 épisodes. Et en France, c'est à partir de novembre 98 que nous allons découvrir cette famille complètement déjantée sur M6 dans l'émission M6 Kids. Dans ce dessin animé, on y suit les aventures de la famille de la jungle qui parcourt la planète à bord d'un van pour tourner des documentaires sur la nature. Et dans la famille de la jungle, je veux en premier la fille cadette, le personnage principal de ce dessin animé, Elisa. Elisa, elle a 12 ans et elle a un don un peu particulier. Un jour, en Afrique, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Depuis, j'ai le pouvoir de parler aux animaux. C'est formidable, mais c'est top secret. Et vous savez quoi? Ma vie n'est plus du tout la même. Et puis il y a aussi son père, Nigel, qui est un peu excentrique mais passionné de nature. On a sa mère, Marianne, qui suit les aventures de Nigel accompagnée de sa caméra. Et puis ma préférée, la grande sœur d'Elisa, Debbie, une ado blasée, fan de rock, qui apprécie pas grandement ce tour du monde en van. Papa, ton cher ami Tom a perdu un chromosome en cours de route. Il est parti le chercher. On ajoute à ceci un petit frère sauvage adopté par la famille et un chimpanzé, et vous avez un dessin animé qui mélange humour et aventure. Et puis alors niveau doublage, en France, on est servi. Puisque c'est Émilie Rault qui prête sa voix à Elisa. Vous l'avez déjà forcément entendu, notamment dans Charlie et la chocolaterie et la petite peste de Violette Beauregard, ou encore Johanna dans Hunger Games, et puis Luna Lovegood dans Harry Potter. Bonjour Harry Potter. Tes pieds, tu n'as pas froid? Un peu. Malheureusement, toutes mes chaussures ont mystérieusement disparu. Je soupçonne les nargoles d'avoir fait ça. Et puis il y a cette voix que l'on reconnaît entre toutes, celle de Patrick Préjean. Acteur et grande figure de l'animation et du doublage français, il est une voix que l'on connaît toutes et tous. Tigrou, le cochon de Toy Story, Sam le pirate ou encore les zinzins de l'espace. Je perds parce que j'arrive pas à me concentrer avec tout ce vacarme à l'étage. Assez! Je peux plus supporter ce truc! Comment vous faites pour garder votre calme et faire comme si de rien n'était? Et vous m'écoutez quand je vous parle? Bref, il y avait tous les ingrédients pour que ce dessin animé cartonne. Et puis, fort de son succès, le dessin animé va être adapté au cinéma, puisqu'en 2003 sortira La famille de la jungle, le film. Puis, la même année, il est suivi d'un second film où la famille de la jungle rencontre les Razmoquettes. Au-delà du côté dessin animé et divertissant pour les enfants de l'époque, la famille de la jungle, c'est aussi un vrai message. C'est tout simplement la protection des animaux, de l'environnement, l'amour de la nature. Il mélange donc tous les ingrédients parfaits pour en faire un dessin animé qui plaît aux enfants, mais aussi aux parents, puisqu'il est à la fois divertissant et éducatif. Allez, on reste sur le thème de la famille, mais cette fois-ci, on part du côté des pirates. Ah, la famille pirate. Une série française complètement barrée qui a été diffusée la première fois en 1999 sur France 3 et qui comptabilise 2 saisons
et 40 épisodes. On y suit la vie de la famille McBernick, Victor Mark Bernick, également doublé par Patrick Préjean, qui n'est pas très bon pirate. Il est marié à Lucille et il est le père de 2 enfants, Bigorneau et Scampi. Ils vivent sur l'île de la Tortue, une société de pirates plutôt civilisée puisque ils payent des impôts, les enfants vont à l'école. On va également suivre les aventures de l'équipage de Victor, le Dr Sprat, la Sardine et Machikouli. Et ce qui fait le succès de ce dessin animé, c'est clairement le décalage entre le côté pirate et le côté un petit peu tracas du quotidien. L'école, les voisins, le travail. Et c'est tout cet ensemble qui va clairement faire le charme de ce dessin animé. C'est un vrai cartoon familial, il ne plaît pas que aux enfants, les parents aussi peuvent très facilement s'attacher à ce dessin animé, puisque en plus les dialogues sont très intéressants et des choses qu'on comprenait pas forcément enfant, on les comprend un peu plus aujourd'hui en étant adulte. Notamment le crocodile qui s'appelle Sac à main par exemple. Plus tard, en 2012, la famille pirate, elle va être adaptée en bande dessinée et publiée dans le journal de Spirou. Puis la BD sera finalement éditée aux éditions d'Argo. Bref, la famille pirate, c'est vraiment un dessin animé qu'on est beaucoup à avoir adoré et que je suis sûre, si on se met devant aujourd'hui, on pourra enchaîner les épisodes sans problème. Bouge de là, tête à claque. Alors lui, c'est visuellement le dessin animé qui me fait le plus rire. Alors surtout la mini casquette d'Arnold placée comme ça au milieu de sa tête en forme de ballon de rugby, je peux canner. Mais passons. Et Arnold, c'est aussi un dessin animé qui a marqué la génération 2000. Créé par Craig Bartlett, le dessin animé est diffusé aux États-Unis pour la première fois en 1996 sur Nickelodeon. Et c'est en 1998 qu'Arnold débarque sur nos petits écrans, d'abord sur TF1, puis il sera diffusé à partir de 2004 sur Canal J. Arnold, c'est un jeune garçon de 9 ans qui vit chez ses grands-parents dans la ville de Hillwood City, dans le quartier de Vine Street, grandement inspiré de New York. Arnold, il va à l'école de son quartier avec tous ses amis, et c'est un enfant qui est très gentil, il est toujours un peu prêt à aider les autres. Finalement, Arnold, c'est un peu ce bon copain qu'on aimerait tous avoir. Et puis, il est souvent confronté à des situations bien plus matures qu'il n'en paraît. Il est toujours accompagné de son meilleur ami, Gérald. Et puis, il y a aussi, que dis-je, surtout, Helga Pataki, elle passe son temps à l'envoyer bouler, ce pauvre Arnold, elle prétend le détester, mais au final, elle est secrètement amoureuse de lui. H comme la houle qui monte en moi, E comme envoûtement chaque fois que je te vois, L comme le long baiser que nous échangerons, G comme la griserie des jours que nous vivrons. Bref, les aventures d'Arnold se passent dans son quartier, avec des sujets du quotidien comme la famille, l'école, le sport. Mais on va avoir certains épisodes qui vont être un peu plus sérieux. Et puis on a surtout Arnold qui va quand même un petit peu chercher à essayer de comprendre et savoir ce qui est arrivé à ses parents qui ont disparu. Bref, et Arnold est un dessin animé qui a marqué aussi la génération 2000. Et on va terminer avec une pépite d'action, Jackie Chan. Oui, comme Jackie Chan, l'incroyable acteur et cascadeur. Ce dessin animé américain, il a été créé par John Rogers et produit par Jackie Chan lui-même. Il est diffusé à partir de 2000 aux États-Unis, puis il débarque sur nos écrans français en 2001 sur Canal J, et la même année, il va arriver sur France 3. La série, elle suit donc Jackie Chan, un jeune archéologue qui se retrouve rapidement mêlé aux affaires criminelles d'une organisation nommée La Main Noire, dirigée par un homme Valmont. Ce dernier, il est à la recherche des 12 talismans, les 12 signes du zodiaque chinois, et qui donnent à chacun un pouvoir différent. Super force, invisibilité, télékinésie, bref, il veut mettre la main dessus pour obtenir le pouvoir suprême. Et c'est aux côtés de sa nièce Jade et de son oncle qu'il va tenter de retrouver les 12 talismans avant que la Main Noire ne mette la main dessus. Et ce n'est pas moins de 5 saisons et 95 épisodes que nous allons suivre. Et là aussi, niveau doublage, ce sont de belles pointures qui vont prêter leur voix. Parmi elles, celle de Chantal Massé, une voix bien connue des années 2000, puisque c'est celle notamment de Kathleen dans Camp Rock, ou encore celle de Kelsey dans High School Musical. Heureusement qu'il y a le concours des jeunes talents, là au moins je vais pouvoir m'exprimer. Les employés ont le droit d'y participer et j'ai une tonne d'idées pour les Wildcats. Vous deux, vous chantez la chanson, on demande à Zach et Chad de faire les chœurs et tous les autres font la chorégraphie. Mais on retrouve également la voix de Pierre Tessier qui est LA voix de Ryan Reynolds, ou encore celle du docteur James Wilson dans Doctor House, et beaucoup d'autres. Vraiment, c'est une grosse pointure du doublage. T'as le droit de reconnaître que j'ai été courageuse quand même. Oui, mais tu dois apprendre que la sagesse, c'est de savoir évaluer le danger avant tout. Le courage sans la sagesse, c'est de la folie.
Bref, Jackie Chan, c'était un dessin animé d'action pure avec du kung-fu. Finalement, c'était un peu le genre de dessin animé qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir. C'est bien que des dessins animés de combat, il y en ait eu avant, on a eu Dragon Ball, etc. Mais voilà, celui-là, il est sorti un petit peu du lot et il a vraiment bercé les années 2000 pour celles et ceux qui l'ont regardé. Et surtout, il a permis à Jackie Chan de réaliser son rêve qui était de produire un dessin animé pour enfants. Et il a plutôt bien réussi. Et puis, ce qui me plaît, c'est que dans plusieurs dizaines d'années, la plupart des enfants devraient se souvenir de moi. C'est un rêve qui devient réalité. J'adore les dessins animés. Les années 2000, c'est finalement une multitude de dessins animés qui ont marqué notre enfance ou le début de notre adolescence. Que ça vienne de France, du Canada, des États-Unis, du Japon, ils avaient tous un univers qui nous a vraiment marqué et dont on se souvient encore aujourd'hui. Bien évidemment, je vous ai fait qu'une petite sélection de mes favoris et de ceux que moi je regardais quand j'étais petite. La liste n'est évidemment pas exhaustive, il y en avait une multitude à cette époque-là. Et d'ailleurs, si vous voulez un épisode 2 des meilleurs dessins animés des années 2000, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi également dans les commentaires, vous, quel était votre dessin animé préféré des années 2000, celui qui est votre petite Madeleine de Proust du goûter et du petit déjeuner. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux, tout est en barre d'informations, à liker la vidéo et à vous abonner pour ne louper aucune vidéo tout droit sortie des années 2000. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une toute nouvelle vidéo qui va ouvrir un nouveau tiroir à souvenirs de nos années 2000. Ciao!